Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Air Côte d'Ivoire, la compagnie aérienne nationale renforce sa flotte aérienne avec l'arrivée d'un nouvel aéronef, un Airbus A320. L'avion qui a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a été réceptionné en présence du ministre des Transports, Amadou Koné, qui représentait le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Les cas de contamination à la Covid-19 grimpent du 1er au 18 février 2021. Les autorités sanitaires ont enregistré 3213 nouveaux cas positifs. Des cas qui auraient pu être évités avec le respect des mesures barrières. Une fois de plus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre cette maladie. Et puis sur le plan sanitaire, cette annonce faite par la Russie ce samedi, le pays a annoncé avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Un avion de plus dans les rangs de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un Airbus A320 Neo 9. L'avion a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en fin de journée jeudi dernier. Il a été réceptionné par le ministre des Affaires étrangères, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le ministre des Transports, avec à leur côté les responsables de Air Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Louis Bangbo. Il était 16h ce jeudi 18 février quand l'aéronef flambant neuf, floqué des insignes de Air Côte d'Ivoire, se posait sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un A320 Neo du constructeur Airbus, commandé depuis 2014, qui rejoint et vient ainsi grossir la flotte de la compagnie aérienne nationale. Nous sommes partis de 3 machines en location à aujourd'hui 10 machines, dont 6 en propre. Aujourd'hui, cette machine, ce A320 Neo qui arrive, va compléter à 7 le nombre de machines acquises en propre par la compagnie sur les 10. Cette acquisition vient surtout renforcer les ambitions de l'industrie aérienne de la Côte d'Ivoire et le pays entend se doter des moyens à la mesure de ses ambitions. On peut faire les calculs en disant qu'en 2025, l'aéroport d'Abidjan sera fréquenté par 3 500 000 passagers. Or, cet aéroport actuel, il est fait pour seulement 2 millions de passagers. Donc nous plaidons donc que les travaux de construction du futur aéroport commencent dès maintenant, afin de fluidifier plus tard donc, le passage des passagers. Pour l'heure, l'A320 Neo reste la principale fierté de la compagnie aérienne et des autorités ivoiriennes. Celles-ci ont réaffirmé leur soutien au plan de développement d'Air Côte d'Ivoire. Premièrement pour l'extension de l'aéroport, deuxièmement pour continuer à mettre en œuvre le plan de compétitivité d'Air Côte d'Ivoire. Combien de pays des zones ouest africaines et du centre disposent comme nous de compagnies nationales qui survivent au-delà de la 5e année de leur exploitation? La Côte d'Ivoire, incontestablement, est un exemple. Elle est en train de réussir son pari. Il y a sur le continent des compagnies qui peuvent réussir. Seul bémol, le nouvel aéronef est livré à une période où le transport aérien est en pleine crise. La pandémie de Covid-19 a en effet réduit de moitié les performances d'Air Côte d'Ivoire. La compagnie est passée de 750 000 passagers transportés en 2019 à 346 000 passagers en 2020. Identifier les filières et les métiers du numérique en vue d'en faire la promotion, c'est l'objectif que vise une étude réalisée sur le secteur du numérique et les métiers en Côte d'Ivoire. La restitution des travaux de cette étude a eu lieu au cours d'un atelier ouvert à Abidjan ce matin dans la commune du Plateau. Eugène Atoubé. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les ministères techniques, le Bureau international du travail BIT, les organisations patronales du secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont les acteurs présents dans les locaux de la CGC, tous engagés pour la promotion des métiers liés au numérique. Le numérique, un secteur pourvoyeur d'emplois qui offre d'énormes opportunités et possibilités d'insertion socio-économique. Il y a une tendance très forte du poids du secteur numérique au niveau du système économique de la Côte d'Ivoire, qui entraîne automatiquement le développement d'une stratégie pour permettre aux jeunes de s'orienter vers ce nouveau métier
en adaptant le système de formation pour permettre effectivement de réduire considérablement le chômage des jeunes. Le numérique peut déjà accélérer la façon de travailler, la modifier. Aujourd'hui, même dans les zones rurales, il y a des personnes qui ont des portables et souvent des portables Android. Et donc, c'est vraiment de leur faciliter l'accès à l'usage de ces outils. Le numérique, objet de toutes les attentions et dont l'importance a été rappelée par le ministre Pascal Kwaku Abina en charge de l'emploi et de la protection sociale. Il a invité l'ensemble des acteurs à s'approprier les recommandations, rappelant également que le secteur de l'économie numérique est à la fois fort potentiel de création de richesses et niche d'emploi sur le marché du travail. Selon le PND, Plan national de développement 2007-2020, la croissance des emplois dans le secteur du numérique est l'une des plus performantes avec plus de 71%. La société dans son ensemble aujourd'hui est dans une logique de basculement vers le numérique. Et pour que cela aille de l'avant, il faut que l'école qui forme se mette à niveau. Il faut que l'entreprise accepte de se transformer pour pouvoir continuer à vivre. Et il faut que les citoyens eux-mêmes se mettent également à niveau. Il y a des nouveaux métiers qui émergent et pour lesquels il existe de réelles opportunités. Aujourd'hui, on peut apprendre un métier dans le domaine du numérique sur une courte durée, en 6 mois ou en 12 mois, et renforcer son employabilité sur le marché du travail. L'étude sur le secteur de l'économie numérique et ses métiers en Côte d'Ivoire est une étude prospective. Elle s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique 4 de la politique nationale de l'emploi PNE 2007-2020 qui prévoit de renforcer l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans les secteurs émergents et pourvoyeurs d'emploi. Une chose qu'il convient également de savoir, c'est que la filière mangue fait face à l'épineuse problématique des piqûres des mouches de fruits. Pour lutter contre cette menace qui pèse contre la filière, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, à Corgo, a procédé à la remise de 20 000 unités de pièges à mouches des fruits aux administrations agricoles dans les zones de production. Il s'agit pour le FIRCA de travailler à la sécurisation des revenus des acteurs de cette filière. Lancine Bakayoko nous en parle. À cause des mouches de fruits, les exportations de mangue en provenance de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui confrontées à une menace d'embargo de l'Union européenne. Ce client majeur déplore en effet beaucoup d'interceptions liées à la présence de larves de mouches de fruits qui détériorent la qualité de la mangue ivoirienne. Les mouches de fruits sont classées par l'Union européenne comme des organismes de quarantaine selon la réglementation phytosanitaire européenne. La détection d'une seule mouche ou de sa larve dans une mangue d'une cargaison entraîne immédiatement sa destruction au port de destination. L'étendue des problèmes économiques posés par les mouches de fruits appelle à une coordination des efforts de lutte contre les ravageurs. Ainsi, grâce au programme d'urgence du secteur de l'agriculture, les 20 000 unités de pièges remis aux opérateurs via le FIRCA vont donc permettre de traiter 25 000 hectares de vergers de manguiers dans les zones de production. C'est de dire aux producteurs, l'État est avec vous. Nous allons faire des activités pour donc, faire avancer la production de la mangue en Côte d'Ivoire, aussi bien quantitativement que qualitativement. Et ce programme n'est qu'un programme parmi d'autres à venir. Pour mémoire, la mangue fait partie des filières stratégiques dans le cadre de la stratégie Côte d'Ivoire 2030 qui va se mettre en route, donc de 2021 maintenant jusqu'en 2030. Selon les experts, ces pièges dont la rémanence varie de 10 à 12 semaines ont une efficacité avérée contre les mouches de fruits. Avec un rendement de 4 tonnes à l'hectare, la production nationale de mangue est estimée à plus de 100 000 tonnes, dont seulement 20% exportés. Et parlons de menaces, la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Il faut continuer d'observer strictement les mesures barrières.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 20 février 2021 89 nouveaux cas de Covid-19 sur 3426 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 187 guéris et 0 décès. À la date donc du 20 février 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 31 914 cas confirmés, dont 30 243 personnes guéries, 185 décès et 1486 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 401 809. Et comme vous avez pu certainement le constater au regard du point quotidien qui vous est présenté sur l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, les cas de contamination à la maladie grimpent. Du 1er au 18 février, les autorités sanitaires ont enregistré 3213 nouveaux cas positifs, des cas qui auraient pu être évités avec le respect des mesures barrières. Le virus progresse dans nos différents lieux de vie et dans nos communautés, d'où l'appel, une fois de plus, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre la maladie. Salimatou Dia. Du 1er au 9 février, 1676 nouveaux cas notifiés et 1538 de plus du 10 au 18 février, soit 3213 nouveaux cas positifs de Covid-19. Les chiffres ne sont toujours pas à une phase descendante. Le nombre de nouveaux cas reste élevé, même si le nombre moyen de cas par jour est passé de 186 à 171 entre les deux périodes. L'épidémie n'est pas encore dans une phase descendante, malgré le taux moyen de positivité qui est passé de 6,9 à 6%. Le nombre de décès est toujours aussi important, malgré tous les efforts faits par les services de prise en charge. Il est en hausse sur cette dernière période. Les décès concernent tous les types de patients avec ou sans comorbidité. Le ministre invite à une prise de responsabilité individuelle et collective face à l'épidémie de Covid-19 à laquelle s'ajoute celle du virus Ebola en Guinée, pays frontalier du côté de l'Ouest. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, après avoir réactivé le centre des opérations d'urgence de santé publique, a dépêché une équipe dans la région du Tonkouy afin de faire l'évaluation de la situation. Les différents préfets de la région du Tonkouy ont activé leur comité départemental de lutte contre les épidémies, avec pour conséquence la réactivation des comités de vigilance sanitaire des villages des localités transfrontalières. Toutes les directions régionales de la santé et de l'hygiène publique, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guiglo, d'Odiéné et de San Pedro, ont été mises en mission afin de renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola. Les mesures barrières déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont également valables pour la lutte contre Ebola. Et puis sur le plan sanitaire, cette annonce faite par la Russie ce samedi, le pays a annoncé avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, ajoutant avoir également informé l'Organisation mondiale de la santé de cette découverte importante. Ce virus a été détecté chez 7 personnes contaminées dans une usine de volailles du sud de la Russie où une épidémie de grippe aviaire a touché les animaux en décembre 2020. Le virus ne se transmet pas d'une personne à l'autre, a prévenu la Russie. Et parlons à présent de ce projet qui va améliorer l'accès aux services de soins de santé. Il s'agit du projet maternité bloc obstétrical de proximité avec la réhabilitation, la construction et l'équipement de 62 hôpitaux répartis sur l'ensemble du territoire national. Financé à hauteur de 91 950 millions de francs CFA, le projet permettra de baisser les chiffres en matière de la mortalité maternelle et néonatale. Le lancement des travaux pour la première phase a eu lieu hier, donc vendredi 19 février à Tiapoum, Maféré, dans la région du Sud-Comoé, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Salimatou Dia. Cette pose de première pierre symbolise le lancement des travaux de construction du nouvel hôpital général de la commune de Maféré, dans la région du Sud-Comoé. Bâti sur une superficie de plus de 3 hectares, il disposera de tous les services de soins, d'un plateau technique qui répond aux normes sanitaires et sera à même de prendre en charge la population de Maféré et des villages environnants. Ça répond à une volonté de son Excellence le Président de la République, de façon précise à sa vision pour donner à la Côte d'Ivoire un système de santé résilient, performant,
un système de santé qui puisse permettre à chaque Ivoirien de se soigner à proximité de son lieu d'habitation. À environ 40 km de là, les populations de Tiapoum ont été également témoins de ce lancement dont va bénéficier leur localité. Les femmes en couche n'auront plus besoin d'être évacuées à des kilomètres pour être suivies. Car le projet prend surtout en charge le couple mère-enfant. Il s'agit donc de faire en sorte de réduire la mortalité. Voilà l'objectif qui est visé ici. C'est un défi. Pour les élus de cette région du Sud Comoé, le projet répond à leurs besoins. Le démarrage des travaux se fera en 3 phases et s'étendra sur 12 mois. Direction Williamsville, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. La lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a pris part ce samedi à la grande mosquée de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, à une cérémonie de lecture du Noble Coran. À cette cérémonie organisée par les fidèles musulmans ressortissants de la région de la Bagoué, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a encouragé les organisateurs et à travers eux toute la communauté musulmane ivoirienne à cultiver et à garantir la paix et la cohésion sociale pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement. Abou Sanogo. Paix et cohésion. Ce sont les maîtres mots de cette première édition de la lecture du Noble Coran initiée par les fidèles musulmans ressortissants de la région de la Bagoué et vivant dans la commune d'Adjamé. Il s'agit pour les organisateurs de prendre une part active dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire en s'appuyant sur l'une des valeurs cardinales de l'islam, l'amour. Dieu est en début de toutes choses, Dieu est à la fin de toutes choses. En confiant le destin de ces élections, en confiant le destin à Dieu, tout va se régler. Cause pour laquelle nous avons initié cette lecture coranique à la veille de ces élections, pour qu'il y ait la paix. Chargé de la lecture coranique et de la prédication, Amadou Dambélé, 3e imam adjoint de la grande mosquée de Williamsville. Il a prié pour des législatives apaisées et pour l'union des filles et fils de la région de la Bagoué. Une prière qui cadre bien avec les aspirations du professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, marraine de la cérémonie. Au-delà des fidèles musulmans ressortissants de la région de la Bagoué, elle a invité tous les musulmans de Côte d'Ivoire à œuvrer pour la paix, seul gage de développement véritable engagé depuis quelques années par le chef de l'État Alassane Ouattara. En plus de l'imam principal de la grande mosquée de Williamsville et des chefs des régions du Grand Nord, on notait à cette première édition de la lecture du Noble Coran la présence de plusieurs personnalités au nombre desquelles Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué. Et parlons à présent de sécurité. Le commandement supérieur de la gendarmerie nationale fait le bilan de ses activités de l'année 2020 et dresse son plan d'action pour 2021. Réuni à Jacquesville, la haute hiérarchie de ce corps d'élite a pendant 3 jours porté la réflexion sur les actions à mener pour l'année 2021 et déterminer les moyens pour l'atteinte effective des objectifs assignés. À l'issue des travaux, le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a exhorté ses hommes à encore plus d'efficacité sur le terrain. C'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. Réuni à Jacquesville, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale évalue ses actions et activités menées en 2020 et les perspectives pour 2021. Quant aux actions prioritaires pour l'année 2021, la mise à disposition et la vulgarisation de la doctrine d'emploi, du code et de la charte de déontologie de la gendarmerie nationale, l'accroissement des infrastructures de formation de la gendarmerie nationale, le renforcement de la police de proximité avec les populations. Cette recommandation est essentielle car elle va sous-tendre l'action de la gendarmerie pour cette année 2021 et elle se traduit par un concept, le concept du gendarme efficace et fraternel. Invité spécial de ce séminaire de réflexion, le général de corps d'armée Gervais Kwasi, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Dans l'exercice de notre fonction, il nous faut faire montre d'une conscience professionnelle. Ça se traduit par la connaissance des choses, la maîtrise de ce que vous faites, l'exemple que vous devez donner. Avant de traduire, avant de projeter cet exemple, il faudrait absolument que sur vous-même, cette rigueur s'applique. Se félicitant de la tenue de ces assises de réflexion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, a exhorté ses hommes à être efficaces. Nous devons enseigner le bon comportement, les bonnes manières à nos hommes. Nous devons terminer par ce qu'on appelle
la théorie du contrôle social. Il faut donc contrôler les actions que nous menons nous-mêmes, donc l'autocontrôle, donc l'introspection, mais aussi contrôler nos hommes. Nous devons être efficaces. Et pour être efficaces, nous devons travailler dans cet esprit de rigueur, de droiture, de dignité. Cet esprit qui n'est autre que l'esprit républicain. Ce séminaire de réflexion qui a duré 3 jours s'inscrit dans le cadre des objectifs dévolus à la Gendarmerie nationale pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du gouvernement. Une remise de matériel de lutte contre la Covid-19 a meublé cette rencontre. Toujours dans le domaine de la sécurité, direction Bouaké dans la région de Bouaké où 2 présumés tueurs et un vendeur illégal d'armes ont été mis hors d'état de nuire par la brigade de sécurité rurale de à Bouaké. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Ces 2 individus aux mains des fins limiers de la gendarmerie nationale sont soupçonnés d'avoir ôté la vie en février et en novembre 2020 à Ali Diakité, éleveur, et à Raymond Kwasi. Après plusieurs mois d'enquête, la brigade de sécurité rurale 2 de la gendarmerie nationale basée à Bouaké a réussi à les épingler. En leur possession, plusieurs armes à feu et des munitions. On va dire l'outil de travail de ces hommes toujours prêts à déranger la quiétude des honnêtes citoyens. Une fois mis aux arrêts, leur prise de parole n'est pas loin d'une séquence théâtrale bien orchestrée. Mon patron est perdu, mais il y a un gars, ils ont entendu faire parler entre eux. Parce que quand il a convoqué, il n'a pas gagné l'argent là. Il dit en route là-bas, il va voir qui est garçon. Moi, j'ai tiré dans sa jambe. Et quand il est tombé, ceux avec qui j'étais l'ont achevé. Après sa mort, on l'a mis dans un sac et abandonné dans la brousse. En attendant de retrouver d'éventuels complices, ils ont été déférés devant le parquet par les hommes du général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et loin des esprits criminels, direction l'université de San Pedro. Cette université ouvrira ses portes à la rentrée 2021-2022. Les travaux pour ce qui concerne la première tranche de l'ouvrage sont presque terminés. 3000 étudiants pourront ainsi étudier dans cette université ultramoderne à partir de la rentrée prochaine. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui effectuait une visite de travail sur le site, se dit heureux de l'avancement des travaux de construction. Sam Conan nous en parle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, en visite de travail sur le site de construction de l'Université de San Pedro. Accompagné du maire de la ville, du préfet des régions et du président du conseil d'administration d'Envol Partenariat, opérateur du projet, Adama Diawara a visité successivement les premiers bâtiments sortis des terres. Il s'agit des amphithéâtres de 250 et 500 places, de la présidence de l'université, du restaurant de 1500 places, des salles de travaux dirigés, du centre médical et des espaces sportifs. Pour le ministre Adama Diawara, tout est presque fin prêt pour accueillir les 3000 premiers étudiants à la rentrée prochaine. Nous avons vu un chantier qui est très avancé. En tout cas, quand on regarde le programme qui est prévu dans la première phase de l'université qui doit accueillir 3000 apprenants, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. De visu, moi-même, je suis venu in situ, comme on dit, voir ce qui s'est réalisé. J'avoue que je suis agréablement surpris par ce qui a été fait et surtout par la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Jusqu'en octobre 2021, tout sera prêt. Les travaux de construction de la bibliothèque, de la conciergerie du Kourou, des résidences universitaires et des résidences des enseignants, chercheurs et personnels de l'université qui viennent de démarrer ont été également visités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avant la réunion technique. Cette promesse sera tenue, non seulement parce que c'est une promesse électorale du président de la République qui fait toujours ce qu'il dit, mais également ce projet tenait absolument à cœur à l'ancien Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. En mémoire pour Amadou Gon Coulibaly, nous ferons tout pour que ce projet aboutisse. Justement, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a lancé les travaux de construction de cette université le 30 novembre 2018. Prévue pour être bâtie sur une superficie de 302 hectares, l'université de San Pedro accueillera à terme 20 000 étudiants qui suivront une formation en sciences de la mer, construction navale, agriculture, agro-industrie, bâtiments, travaux publics, logistique, tourisme et ressources halieutiques.
Un reportage de Sam Conan. Depuis 2008, le comité du concours international Génie en herbe OHADA est engagé dans la promotion des valeurs et des expériences dans le domaine droit et économie. Le OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette année, le concours Génie en herbe OHADA met en compétition des étudiants des facultés de droit et d'économie d'une quinzaine d'établissements universitaires. Le lancement de la 12e édition vient de se tenir à l'Université des Lagunes, dans la commune de Cocody. Témoin de ce lancement, Walter Amadou Ouattara. L'article 103 de l'acte uniforme portant droit commercial général précise que la mise à disposition de locaux afin d'exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou toute autre activité professionnelle constitue un bail à usage professionnel. Illustration de la mise en œuvre du concours international Génie en herbe OHADA, une activité rattachée à la promotion des atouts qu'offre l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. C'est un concours qui forme et qui ouvre des portes sur le monde des affaires. L'association de promotion et de vulgarisation du droit des affaires déroule les grandes lignes de la présente édition. Pour cette 12e édition, il faut dire que la particularité majeure, c'est l'admission d'une compétition spéciale portant sur le droit de la médiation, parce que c'est un mode alternatif de règlement de conflits. Cette 12e édition est également inédite en ce qu'elle se déroulera pour la première fois dans un pays de l'Afrique centrale. Toutes les autres éditions du concours Génie en herbe OHADA se sont tenues en Afrique de l'Ouest. En termes de participation inédite, le Burundi, les Comores, la France et la Centrafrique. Le prix de la meilleure étudiante, candidate du concours, portera désormais le prix du prix Kwaku Rebecca. Elle était membre du comité international et était la première lauréate du concours. Cette 12e édition du concours Génie en herbe OHADA met en compétition 15 établissements universitaires. Le vainqueur de cette compétition nationale représentera la Côte d'Ivoire lors de la phase internationale qui se tiendra en septembre prochain à N'Djamena, au Tchad. Et dans l'actualité internationale, le Premier ministre du Mali, Mokhtar Ouane, a présenté devant le Conseil national de transition CNT le plan d'action de son gouvernement, le PAG, et le chronogramme de mise en œuvre de la feuille de route de la transition politique au Mali. Pour le Premier ministre Mokhtar Ouane, les objectifs fixés dans ce plan visent à renforcer les politiques publiques et à procéder avec détermination et rigueur aux réformes voulues par le peuple. Il s'agira de prendre des mesures fortes et conséquentes pour des réponses durables aux attentes en privilégiant le dialogue et la concertation tout en veillant à la transparence dans la gestion des affaires publiques, a indiqué le chef du gouvernement dans sa déclaration devant le CNT. Et puis en Birmanie, au moins deux manifestants ont été tués et une trentaine de blessés notés donc ce samedi à Mandalay. Ce samedi donc. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que plus tôt dans la matinée, plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie s'étaient rassemblés à Rangoon, la capitale économique du pays, pour rendre hommage à Miatuatituate Kaing, cette jeune femme de 20 ans qui est décédée la veille après avoir reçu une balle dans la tête le 9 février lors d'une manifestation à Naypyidaw, la capitale administrative de la Birmanie, violemment réprimée par les forces de l'ordre. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.